Merci beaucoup de me donner l'opportunité de faire cette présentation. C'est une présentation un peu particulière pour moi, puisque ça sort un peu du cadre de scientifique habituel que j'ai. Voilà. En fait, je vais vous parler un petit peu de l'expérience que j'ai, mais qui est très récente, hein, de la création d'une start-up. Donc, juste pour vous remettre dans le contexte, c'est un projet qui a commencé en 2012, notamment par un financement de la Fondation Maladies Rares, pour faire du criblage, un petit peu comme beaucoup d'autres. Et puis, de ce criblage, donc, on a identifié un extrait de champignons qui avait donc la capacité à corriger des mutations non-sens. Donc, ça avait un potentiel intéressant thérapeutique. Et donc, on a poursuivi ce projet et 3 ans plus tard, on avait clairement déterminé un des composants actifs de ce champignon. Et donc, ce composé pur avait effectivement cette capacité à corriger les mutations de sens. Donc, ça a pris après environ 2 ans pour que le brevet soit déposé et qu'un programme de maturation donc, commence avec une SAT. Et donc, ce programme de maturation est allé quasiment jusqu'au bout. On est vraiment à la fin de ce programme de maturation. Donc, c'est un programme de maturation qui a duré quand même plus longtemps que habituellement. Et donc, après quelques échanges avec des industriels qui trouvaient le projet intéressant en général, mais où c'était trop tôt, ou ils auraient bien voulu, un petit peu comme ce qui a été mentionné, qu'on ait des données beaucoup plus avancées, quasiment sur des essais cliniques, pour pouvoir se positionner. Donc, on était un petit peu là face à un mur, c'est-à-dire soit le projet s'arrêtait là, soit on allait vers une création d'entreprise. Donc en 2021, donc cette année, en juillet, on a créé GeneVet Therapeutics, qui a donc pour but de développer une molécule qu'on appelle GV01 au sein de l'entreprise, et qui a donc pour but de corriger les mutations non-sens. Donc potentiellement, on peut cibler environ 10% des patients atteints d'une maladie génétique, puisque ces mutations non-sens sont responsables d'environ 1 cas sur 10 de maladies génétiques. Alors, ça veut dire qu'on potentiellement, on peut toucher toutes les maladies rares, mais aussi des maladies beaucoup plus fréquentes, comme le cancer, comme le diabète, comme la maladie d'Alzheimer. Et au niveau du marché, donc, il existe des compétiteurs, mais aucune molécule sur le marché. Donc, il n'y a pas de traitement pour le moment pour les patients. Et ces compétiteurs, en fait, ce sont 2 entreprises qui ont une molécule avec, pour le moment, une efficacité qui est relativement faible. Donc, il y avait la possibilité de se lancer. En tout cas, on voyait une possibilité. Alors, on peut se demander pourquoi créer sa start-up, pourquoi se lancer dans l'entreprise. Et donc, il y a plusieurs raisons. En général, c'est un peu un ensemble de toutes ces raisons. En tout cas, ce que je vais vous dire, c'est plutôt mon parcours personnel. Hein. Ça n'a pas vocation à être quelque chose de généralisable, mais je pense que plus ou moins, on se pose tous les mêmes questions quand on a un potentiel valorisable. C'est est-ce qu'on doit ou pas aller vers la création d'entreprise. Donc, je pense qu'en premier lieu, il faut en avoir envie, et surtout avoir envie de se lancer de nouveaux défis, parce que le monde de l'industrie est totalement différent du monde de la recherche académique. Ça veut dire que donc, ce qu'on a fait pendant des années dans lesquelles on est bien établi, c'est une position un peu confortable, on sait ce qu'on doit faire, on sait comment le faire. Après, on réussit ou on ne réussit pas, mais en tout cas, on a les armes pour pouvoir avancer. Là, c'est un nouveau monde qui s'ouvre, et c'est pas toujours évident de savoir exactement comment avancer.
Euh, c'est aussi pour se donner un nouvel élan dans sa carrière, pourquoi pas, ça donne aussi un atout supplémentaire à sa carrière, c'est toujours bien vu. Et je pense que pour y aller, il faut vraiment avoir quelque part un peu d'esprit entrepreneur. Une autre raison pour créer sa startup, c'est pour faire avancer son projet, son invention, vers les étapes industrielles et cliniques. En effet, un petit peu dans notre cas, on était face à un mur. Si on ne créait pas la compagnie, eh bien, je pense que le projet s'arrêtait là et bon, on aurait pu attendre bien gentiment qu'une entreprise finalement se décide à venir vers nous, mais je pense que en fait, on n'en aurait pas eu. Donc, si on veut que le projet avance et qu'on y croit, eh bien, il faut retrousser les manches et puis y aller. Euh, Créer son entreprise, ça veut dire, à mon sens, trouver les bons partenaires pour se lancer dans l'entreprise. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'y pensais depuis des années, mais j'avais toujours dit, je n'irai pas tout seul. Parce qu'on est chercheur, donc on sait ce que c'est que la science, mais par contre, tous les aspects juridiques, les aspects administratifs, financiers, marketing, tout ça, ce sont vraiment des mondes dans lesquels on n'est absolument pas compétent. Et ce serait utopique d'imaginer qu'on pourrait être bon dans tous ces domaines. Donc, il faut forcément avoir des partenaires et donc trouver les bons. C'est-à-dire qu'il faut avoir confiance aussi dans les gens avec qui on va créer son entreprise, pouvoir bien s'entendre, parce que forcément, chacun va prendre une partie du projet et chacun a son importance. Si il y en a un qui échoue, en fait, c'est le projet qui échoue. Donc, c'est pas toujours évident. En plus, ça crée des tensions. Donc, il faut vraiment être sûr de ses partenaires. Et puis, je pense qu'il faut aussi que le projet soit à la bonne étape, comme ça a été dit précédemment. C'est-à-dire que si on y va trop tôt, en fait, on n'arrivera pas à développer le projet parce qu'il y aura trop de choses à faire. Ça prendra trop de temps. Et si on y va trop tard, je pense qu'on se sera fait déjà dépasser par la compétition. Alors, les différentes étapes qui mènent à la création d'entreprise, on va voir que c'est aussi un chemin de croix parce qu'on démarre un petit peu avec des idées préconçues. On pense que ça va être relativement simple, mais ce n'est pas tout à fait le cas. La première chose, à mon sens, qu'il faut faire, c'est déjà prendre contact avec son employeur et puis discuter avec et demander l'autorisation pour pouvoir exercer une activité dans l'entreprise. C'est pas anodin parce que il y a des situations dans lesquelles ça devient un peu plus compliqué. Par exemple, dans mon cas, un des partenaires était ma femme, enfin est toujours ma femme, et donc arrivent des problèmes de conflit d'intérêts. C'est-à-dire, si on continue la recherche académique vis-à-vis d'une entreprise privée, comment ça se passe? Donc, l'employeur doit absolument donner son autorisation. Et l'autorisation, en fait, n'intervient qu'à la fin du processus de création d'entreprise. Donc, c'est un peu compliqué. Je l'ai mis en premier, mais j'aurais pu très bien le mettre en dernière étape. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais jusqu'à présent, on est encore dans cette situation de ne pas savoir si je peux faire partie intégrante ou pas de la startup. Donc, une fois qu'on a réuni une équipe qui était volontaire pour pouvoir se lancer dans la création de la startup, il faut définir qui va investir dedans. Parce qu'on peut être fondateur sans investir. Par contre, si on investit, ça veut dire qu'on prend des parts dans l'entreprise.
C'est pas anodin puisqu'il va y avoir un pouvoir décisionnel lié à ses parts dans la compagnie. Donc là encore, c'est là où le mot confiance doit encore apparaître parce que forcément, quelqu'un devra avoir un peu plus de parts que l'autre pour pouvoir prendre des décisions. Ensuite, il faut établir ce qu'on appelle un business plan. Et voilà, on en a tous entendu parler, on sait plus ou moins ce que c'est, mais on n'en a jamais fait. Et il faut le faire au moins d'une manière assez superficielle au départ. Et puis, ça va maturer au fur et à mesure des rencontres, des discussions avec les différents interlocuteurs. Mais en gros, c'est une présentation qui permet de définir les objectifs de la compagnie, donner au moins une première étude de marché, les fonds nécessaires pour aller à la finalité de l'entreprise, et puis identifier les financeurs potentiels. Pourquoi pas indiquer les compétiteurs s'ils existent et comment on se place vis-à-vis de ces compétiteurs. Bien sûr, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à m'interrompre. Au contraire, ce sera plus vivant. Donc, une fois qu'on a ces premiers éléments, on va déterminer le statut légal de l'entreprise. Alors encore, là, on est face à un domaine dans lequel on n'est absolument pas familier, c'est-à-dire quel type d'entreprise on va choisir. Est-ce que ça va être une société anonyme, une société à action simplifiée, une société à responsabilité limitée? Ça, on l'a vu il y a bien longtemps à l'école, mais bon, pour savoir exactement ce que c'est, ben, il faut s'y plonger. Il faut voir les atouts et les inconvénients de chacun. Et il y en a. Par exemple, la société anonyme, il faut savoir qu'il faut au moins 2 actionnaires, donc 2 personnes qui investissent dans l'entreprise au moins, et un capital minimal de 37 000 €, ce qui est déjà une somme. Alors, il y a d'autres caractéristiques, bien entendu, mais c'est ce qui me permettait de faire le lien avec les autres. La société à action simplifiée, c'est en général le statut qui est favorisé parmi les startups. C'est celui qui est le plus flexible dans son organisation d'entreprise, à savoir quelle est la position du président dans l'entreprise, des différents salariés, du comité directif. Donc tout ça, ça s'apprend. On décrypte ça plus ou moins sur Internet et puis en discutant avec différents organismes. Et donc là, il y a besoin de créer un capital. Il me semble qu'il n'y a pas de minimum. Donc, on tourne aux environs en général de 5 à 10 000 € pour créer un début de capital. Ça suffit largement, a priori. Et donc, on peut créer l'entreprise. La société à responsabilité limitée, donc là aussi, il faut encore 2 associés au minimum. Et par contre, il faut un apport au moins de 20% des fonds donc, qui doivent être apportés par les 2 associés ou plus. Que ce soit la SAS ou la SARL, heureusement, les biens personnels sont protégés. C'est-à-dire que si on fait faillite, on n'ira pas chercher votre maison. Il faut y penser. Qu'on ne met pas en garantie ces biens personnels. Alors, pour la société anonyme, je ne suis pas sûr. Fabrice? Oui. Est-ce que vous avez été accompagné par par un bio-incubateur? Je sais que sur l'île, il y a le bio-incubateur Peur à Santé, où il s'accompagne les startups et j'espère qu'ils vous apportent, parce qu'en fait, ça sert à ça, un incubateur. Ils doivent normalement apporter un minimum même le maximum qu'ils peuvent, entre guillemets, pour vous aider à construire, parce que ça va être des emplois, ça va être de l'animation et du renforcement de l'écosystème et de la région. Et de l'autre côté, du côté de l'UTEC, pareil, je sais qu'il y a des incubateurs qui existent. Alors, je vous parle de ça parce que je sais qu'il y a certaines SAT qui ont l'incubation en interne. Donc, c'est de la responsabilité de la SAT aussi de faire le maximum pour accompagner. Mais je crois bien que dans la SAT Nord et la SAT UTEC, ils n'ont pas l'incubation en interne. Donc, c'est pour ça que je vous parlais des incubateurs externes. Et je voulais savoir comment, parce que là, on a l'impression que vous faites vous avez fait ça tout seul et que c'est un peu dommage, quoi.
Alors, effectivement, vous avez tout à fait raison. On est aussi incubé donc à Eura Santé, le bio-incubateur local. Mais le problème, c'est que en fait, on a créé l'entreprise avant d'être incubé. Alors, c'était un choix de notre part. Pourquoi? Parce qu'en fait, on était début février quand voilà, on a commencé à prendre les premiers contacts avec Eura Santé, à dire que allez, on y allait, on partait. Et puis, on a commencé, bien sûr, à regarder un peu plus en avant et à regarder les financements. Et donc, pour pouvoir commencer à discuter avec des potentiels financeurs, il fallait avoir une entité légale. Et donc, Eura Santé nous a dit, oui, on pourra vous accompagner, mais qu'une fois incubé. Et l'incubation, enfin, le passage devant le comité était prévu pour fin juin, début juillet. Donc, en gros, avec la période de l'été, autant dire que on pouvait espérer avoir vraiment une activité à partir de septembre. C'était donc trop tard pour tout ce qui était contact avec des financeurs pour pouvoir être financé le plus tôt possible. Donc voilà, c'était un petit peu dans cette idée-là. Donc effectivement, on a fait cela un peu tout seul. Euh, C'était un choix. Est-ce que c'était le bon choix? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, disons qu'on n'a pas reçu d'aide avant d'être incubé. Donc en parallèle, on a quand même fait tout le dossier pour être incubé. Je vais en parler donc un peu après. J'en doute pas. Une fois qu'on a le statut légal, eh bien, il faut commencer à mettre en place le statut, mais de façon officielle. Et donc, il faut rechercher un expert comptable qui va rédiger le statut légal de l'entreprise. Donc là, c'est pareil, je ne savais pas personnellement que les experts comptables étaient qualifiés pour ce genre de choses, mais effectivement, ce sont eux qui doivent le faire. Alors, effectivement, on aurait pu prendre via Eura Santé, mais de toute façon, il fallait payer cette prestation. Donc, voilà. Et on devait la payer, mais une fois incubée, etc. Donc, une fois que le statut légal de l'entreprise est donc déterminé, eh bien, on peut aller à la banque pour ouvrir un compte et on en a absolument besoin pour pouvoir poursuivre les étapes de création de l'entreprise. Donc, ouvrir un compte professionnel et obtenir un certificat de consignation de capital. Donc, dans la banque, on verse le capital qui a été mis en place par donc, les différents investisseurs du départ. Fabrice, pardon, ça vous a pris combien de temps là, tout le processus qu'il y a sur votre diapositive? Alors, pour le moment, jusqu'à la banque, donc on s'est lancé en février, fin avril, on avait donc le compte en banque et l'étape suivante, donc le numéro de tirette. D'accord, merci. Mais c'est surtout parce que on a quand même tâtonné pour savoir quelle était l'étape suivante. Qu'est-ce qu'il fallait faire en premier? Autant vous dire que des fois, on est allé toquer au guichet suivant et on nous a dit non, mais il faut avoir ceci ou cela avant. Donc voilà, on a un petit peu galéré comme ça. Ensuite, quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais il faut contacter la presse locale pour indiquer qu'il y a une création d'entreprise. Et donc, ce n'est pas toutes les presses locales. Il y en a certaines qui sont qualifiées pour faire un petit article pour dire que voilà, telle entreprise va être créée. Et c'est obligatoire. Ensuite, on peut aller enfin à la Chambre de commerce et d'industrie pour enregistrer sa start-up. Et donc, quand on y va, il faut avoir en tête un certain nombre d'informations comme quelle sera l'adresse de l'entreprise, est-ce qu'il y aura des locaux ou pas, est-ce qu'il y aura des employés, combien, donc il y a un certain nombre de choses à renseigner, bien sûr le nom de l'entreprise. Et là, ça va relativement vite, puisque environ 2 semaines après, on obtient son numéro de tirette et donc l'entreprise est créée à ce moment-là. Donc là, on a vraiment
une création d'entreprise, on existe, on a un numéro de CIRET. Donc, en parallèle, on postulait pour l'incubateur et donc on a été accepté dans l'incubateur donc Eura Santé, qui est notre incubateur local, qui est effectivement là pour nous aider. Il faut aussi bien voir une chose, c'est qu'un incubateur, c'est pas une personne, un bon samaritain qui est là uniquement pour vous aider. Il est là pour vous aider, mais on devient client de l'incubateur. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de prestations qu'on va payer. On nous a expliqué, par exemple, que les documents légaux, par exemple des MTA, des NDA, le juriste de l'incubateur pouvait les lire, mais par contre, si il devait intervenir dessus, écrire quelque chose, c'était une prestation payante. Donc, on apprend un peu tout ça, forcément, c'est un peu dur. Et quand vous avez 5 000 ou même 10 000 de capital uniquement dans l'entreprise, ça va très vite, puisque, par exemple, le compte à la banque, tous les mois, vous payez pour ça. C'est plus comme nos comptes à nous qui ont des frais relativement légers, mais que vous utilisez ou pas, on a des frais beaucoup plus importants au niveau de professionnels. Ensuite, il faut aussi avoir les droits de la propriété intellectuelle. Donc, c'est là où il va falloir négocier avec l'organisme de valorisation, qui est là aussi pour vous aider, mais on passe de l'autre côté quelque part. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes celui qui est intéressé par l'API et donc forcément, l'organisme de valorisation veut aussi avoir un retour sur ce qui a déjà été investi, ce qui est normal. La start-up, elle, n'ayant pas de fonds, va devoir négocier comment ces deux parties vont pouvoir s'arranger pour pouvoir continuer. Donc, ce sont des négociations qui durent plusieurs mois. Par exemple, nous n'avons toujours pas là le document indiquant que nous avons la licence sur la molécule. Donc tout ça, c'est vrai qu'il faut y penser, ça prend énormément de temps. On nous a même parlé de 18 mois pour avoir une négociation terminée, donc ça fait un peu peur. Et donc, il faut postuler auprès des agences de financement. Et ça, c'est ce qu'on a en tête depuis le début, mais c'est pas forcément l'étape prioritaire. Néanmoins, on a quand même essayé de le faire en parallèle pour pouvoir répondre à des appels d'offres, pour pouvoir commencer à avoir des contacts avec certaines sources de financement, parce que c'est pareil, ça prend du temps. On discute et puis il y a des retours ou il n'y a pas de retour. Après, il faut avoir une visite, 2 visites, 3 visites. Donc voilà, c'est là encore, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est normal, hein, c'est pas une mince affaire. Donc là, je vais juste faire un petit aparté sur les différentes places qu'un chercheur peut prendre dans la start-up. Et là encore, c'est ce qui m'a été dit, c'est ce que j'ai obtenu comme information. Il y a peut-être des choses supplémentaires qui pourront être ajoutées. Donc, en tant que chercheur, on peut être fondateur, avec ou sans part dans l'entreprise. Si on a des parts dans l'entreprise, on ne peut pas dépasser 32%. Alors, tout ça, c'est indiqué dans la loi Pacte. Et je crois que l'intervention suivante va en parler. Donc, certainement beaucoup mieux que moi. Ça permet de consacrer jusqu'à 50% de son temps à l'entreprise. Mais ça veut dire que forcément, votre employeur ne va pas vous payer les 50% que vous passez à l'entreprise. Donc, votre paye est diminuée de moitié. Ça aussi, il faut y réfléchir. Donc, ça veut dire que voilà, il y a toute une réflexion à avoir. Est-ce qu'on va dans cette direction ou pas? Surtout qu'il ne faut pas croire que la start-up va pouvoir verser un salaire à qui que ce soit au début.
Une autre position qu'on peut prendre, c'est conseiller scientifique. Alors, c'est compatible avec le poste de chercheur à 100%, mais bien sûr, si on ne prend pas un salaire. C'est-à-dire que si on ne devient pas CSO, le Chef Scientific Officer, mais plutôt si on fait du conseil, de la consultance, c'est-à-dire ponctuelle, par exemple, je ne sais pas, 10 demi-journées sur l'année, par exemple, avec une rétribution, mais qui sera déclarée comme complément à l'employeur. On peut aussi prendre une disponibilité pendant 5 ans dans l'entreprise. Donc, on quitte le labo pendant 5 ans. Et contrairement à ce qu'on croit, on n'a aucune garantie de réintégration dans son poste à la fin des 5 ans. En général, l'employeur accepte et on revient, mais ce n'est pas obligatoire. Et il ne faut pas oublier que 5 ans, c'est long en recherche. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, voilà. Il faut aussi prendre en compte pour sa carrière ce que ça veut dire de prendre 5 ans pour créer une entreprise qui va marcher ou pas. Et puis ensuite revenir donc, dans la recherche académique. On peut encore quitter définitivement la recherche et se consacrer à une entreprise. Alors ça, c'est assez rare, hein, puisque une start-up, c'est quand même quelque chose de très incertain. Et donc, c'est assez difficile quand même de quitter un poste dans lequel on est un peu près sûr d'avoir un salaire à la fin du mois suivant pour aller donc sur une entreprise dans laquelle on ne sera pas payé, en tout cas pendant X mois, peut-être plusieurs années. Mais ça existe, c'est une chose qu'on peut faire. Enfin, on peut tout simplement ne pas faire partie de la start-up, mais devenir un partenaire, un collaborateur ou un sous-contractant de la start-up. C'est-à-dire que, en gros, on va aider la start-up à se développer, mais la start-up devra payer pour faire un développement particulier, bien défini, donc sous forme de contrat. C'est souvent ce qui est d'ailleurs ce qui est fait. J'avais une question. Oui. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que non, je ne vois pas le. Pour lever la main. Ah ouais, j'ai levé la main. Bon, c'est pas grave. Ah, pardon. Non, mais c'est pas grave. Si vous ne voyez pas, si vous l'avez en non, je ne vois pas. Ah ouais. Vous indiquez sur la diapo précédente pas de possibilité de réintégration dans le poste, mais vous revenez quand même dans la fonction publique. Alors, pas de. Là, je ne saurais pas dire. Je sais que ce que m'avait prendre une disponibilité pendant 5 ans dans l'entreprise sans garantie de réintégration dans son poste. Dans son poste, oui. C'est pas sûr parce que on le sait, des fois, il y a même des remaniements au niveau des laboratoires, des unités, il y a des changements d'appellation, etc. Mais si vous étiez directeur de recherche deuxième classe, vous restez directeur de recherche deuxième classe quand vous revenez. Et vous êtes, vous êtes fonctionnaire. Justement, je ne suis pas sûr qu'on peut, que l'employeur est obligé de vous reprendre. Oui, c'est pas sûr parce qu'avec le renouvellement des unités, dans une période comme ça peut arriver que vous perdiez votre unité peut-être. Je ne sais pas s'ils peuvent vous garantir ça. Vous allez dans une autre unité. Quand il y a des unités qui disparaissent, Jean-François, oui. Degré ou de force, on vous attribue un voilà. plus ou moins bien. Ça, c'est sûr, l'ambiance sera peut-être différente. Mais moi, il m'avait semblé, alors après, je me trompe peut-être, là aussi, il faudra peut-être gratter cet aspect-là. Oui. Je me permets d'intervenir rapidement. Les avantages avec la loi Pacte, avec tout, c'est qu'on vous permet effectivement de tester davantage de choses, mais tout en vous sécurisant encore un peu avec un petit fil d'Ariane, entre guillemets. Vous pouvez toujours revenir et ressortir et retrouver l'air libre, entre guillemets, en tout cas, ne plus être dans la start-up et revenir à votre... Dans vos fonctions, entre guillemets, mais pas forcément dans votre poste. Attention, il y a fonction et poste. Oui.
Je pense que c'est exactement. Enfin, je me permets d'intervenir. Vous m'entendez ou pas? Je suis Benoît Oui, Martin de Pixely, allez-y, juste après. Je pense que c'est exactement ça. Enfin, le retour que j'ai d'expérience côté Pulsalis. Donc, il y a à la fois un incubateur et une SAT. J'y reviendrai juste après. C'est ça. Hein. L'esprit de la loi Pacte, c'est bien celui-là. C'est bien de pouvoir faciliter la prise on va dire, d'initier une démarche startup et de pouvoir revenir ensuite. Donc, en effet, la mise en disponibilité selon différents statuts, on revient seulement, c'est pas réglé au niveau de l'unité, mais au niveau de l'employeur. Donc, si l'employeur c'est le CNRS et que c'est le CNRS qui, évidemment, qui aura le même poste en tant que fonctionnaire qui sera attribué, alors pas avec le même grade, mais peut-être pas nécessairement dans l'unité en fonction des évolutions qu'ils auront eues. Mais je pense que c'est ça, hein, c'est exactement ce qui est marqué. C'est une disponibilité pendant 5 ans, mais on n'a pas de garantie de réintégration à ce poste précis. Mais en tout cas, en tant que fonctionnaire, il y aura toujours. Oui, la disponibilité, elle existait avant la loi Pacte, de toute façon. Oui, bien sûr. La loi Pacte, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a changé, la loi Pacte, sur la disponibilité. Non, je pense pas qu'il y ait eu de changement fort sur cette disponibilité. Ouais. Quoi qu'il arrive, je veux dire, c'est. Non, c'est plus sur les parts de l'entreprise. C'est sur le côté fondateur. C'est plus les parts de l'entreprise, le temps qu'on peut y consacrer, etc., qui sont un peu plus. Mais effectivement, le retour, quand on part sur une start-up, le retour dans la fonction est tout à fait, et dans la fonction publique, donc, est tout à fait possible. Mais c'est le poste, effectivement, qui ne sera pas forcément le même, surtout s'il y a une certaine dynamique au niveau de certaines unités ou une volonté, justement, de l'INSERM ou du CNRS de redispatcher différemment les gens, de faire des pôles, etc. Donc oui, puis après, même vous, hein, en tant que chercheur, au bout d'un moment, il y a des fois où vous voulez changer aussi de poste et vous pouvez effectivement bouger d'une unité à l'autre. Hein, donc ça, il n'y a pas de souci. Ok, oui. Merci. Merci, Benoît. Alors, dans la recherche des financements, c'est pareil. Là, on atterrit dans un monde un peu particulier puisque les niveaux de financement sont complètement différents par rapport à la recherche académique. On parle plutôt en millions d'euros qu'en dizaines de milliers. Et donc, on a, ce que moi j'ai identifié, 2 grandes sources de financement, les fonds qu'on appelle non dilutifs. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de prise de part dans la société. A priori, ce sont des financements qui sont lents dans la mesure où, bien souvent, il faut avoir la contrepartie en capital dans l'entreprise. C'est-à-dire que si vous commencez avec 10 000 euros, vous pourrez postuler pour 10 000 euros. Et donc, vous aurez 20 000 euros et vous pourrez postuler à un autre à hauteur de 20 000 euros et vous montez comme ça votre capital. Donc, quand on veut obtenir plusieurs millions d'euros, ça devient un peu difficile, mais néanmoins, ça existe. Alors, parmi ces fonds non dilutifs, ils ne sont pas tous de ce type-là, hein. Il y a les dons, il y a des subventions. Bien sûr, on a parlé de BPI France. Alors, BPI France, bien souvent, on marche avec ces fonds dans lesquels il faut avoir l'équivalent en capital. Les prix et les prêts. Et les prêts, attention, ce sont des financements qu'on doit rembourser à un moment donné. Hein. Ce sont des prêts tout à fait classiques. Donc là, il faut aussi y penser, hein, parce que si ça ne fonctionne pas au niveau de l'entreprise, c'est très risqué. Donc ces fonds sont ce qu'ils sont, ils sont bien, il en faut. Et il y a la deuxième source de financement, les fonds qui sont, eux, dits dilutifs, qui sont a priori plus rapides parce qu'ils vont être plus importants, mais vont impliquer plus de contraintes et notamment des parts dans la société. Donc, c'est là où on commence à entendre parler d'entreprises capital risque, des business angels. On a aussi certaines fondations ou associations. Family office aussi. Je n'ai pas entendu. Oui, je vous disais, il y a aussi des family office, mais qui sont souvent même avant, entre guillemets, avant les business angels. Et après, vous aviez un iLab aussi. Est-ce que vous aviez candidaté, par exemple, pour le iLab? Donc, le iLab, c'est pour février, donc oui, on va candidater. Okay, super. On va croiser les doigts, alors. Oui. Donc, juste pour expliquer un peu ce que sont les capital risques, donc ce sont des sociétés qui sont spécialisées dans l'investissement dans des entreprises en création ou des jeunes entreprises
En général, l'investissement est supérieur à 1 million d'euros. Donc, on atteint des budgets qu'on vise quand on crée l'entreprise. Et en général, la part dans la société reste minoritaire. Néanmoins, si on va à plusieurs capital risques, je pense qu'on peut assez rapidement atteindre la majorité. Les business angels, donc là, ce sont plutôt des personnes physiques qui décident d'investir dans un projet à fort potentiel d'innovation. Ce sont en général soit des cadres dans des entreprises biotech, soit des personnes retraitées de ce type d'entreprise. Là encore, en général, ils restent minoritaires dans l'entreprise, autour de 20%. Les budgets sont un peu moindres que les capital risques, forcément. On parle quand même de plusieurs centaines de milliers d'euros, ce qui peut quand même déjà bien aider dans un projet de création d'entreprise. Et donc, j'avais mentionné les associations fondations qui peuvent investir de plusieurs centaines de milliers d'euros à plusieurs millions. Donc, par exemple, dans la mucoviscidose, pour viser la muco plus particulièrement, la Cystic Fibrosis Foundation aux États-Unis, par exemple, a investi plusieurs dizaines de millions d'euros dans Vertex. Mais là encore, ce n'est pas gratuit, c'est-à-dire qu'il y a un retour, bien entendu, Vertex a redonné certainement plus que ce qui avait été investi. L'implication, a priori, semble plutôt variable dans l'entreprise et dépend en fait des négociations qui sont faites avec la fondation ou avec l'association. Donc, une fois qu'on a le budget, on peut commencer à réaliser le projet. Donc, ça veut dire vraisemblablement commencer à mettre en place un laboratoire. Mais un laboratoire, ça veut dire on le crée où? Est-ce qu'on le crée au niveau du bioincubateur? Est-ce qu'on le crée ailleurs, dans un bâtiment isolé? Alors, il faut y penser, parce qu'en fonction du projet, est-ce qu'on va avoir besoin de gros équipements, d'infrastructures particulières? Par exemple, c'est simple, notre bioincubateur, par exemple, est excentré par rapport au campus scientifique. Et donc, en discutant, on a discuté avec une entreprise qui avait monté son labo dans un des bâtiments donc, du bioincubateur. Mais quand ils voulaient faire une ultracentrifugation, par exemple, ils devaient prendre leurs échantillons, prendre le métro et puis aller donc, dans un autre endroit pour aller faire leur ultracentrifugation. S'ils devaient travailler sur des souris, de nouveau, on prend le métro et puis on va à l'animalerie qui est donc sur un campus plus ou moins éloigné. Donc, il faut y penser. Tout ça dépend, je pense, du projet. Est-ce qu'on aura besoin d'infrastructures, de gros équipements? C'est à penser. Bien sûr, il y aura un loyer qui sera associé. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on crée l'entreprise, enfin le laboratoire, on le développe dans l'unité où on est hébergé. On va aussi payer un loyer, mais on aura accès forcément aux infrastructures, aux équipements qu'on connaît en plus. Donc, ça peut être une option privilégiée. Tout ça dépend du projet. Il faut aussi rechercher des sous-traitants, mais là, c'est aussi une découverte. Quand on vient du modèle académique, on n'est pas familier avec ces fameuses CRO ou CRO, qui sont donc ces Contract Research Organization, sociétés de recherche contractuelle. Ce sont des entreprises donc, qui sont spécialisées dans le développement d'un essai ou de plusieurs essais, mais bien standardisés, bien contrôlés. Effectivement, à la fin, on obtient un rapport et ça a beaucoup plus de poids que si c'est une équipe académique qui le fait. Il faut rechercher aussi des experts. Tout ça dépend de l'équipe d'origine.
pour créer l'entreprise, mais je pense par exemple souvent à des cliniciens qui ne sont pas forcément impliqués au départ dans l'entreprise. Et cette recherche est aussi assez compliquée. Et là, il ne faut pas hésiter. Et je pense qu'on reçoit beaucoup d'aide des associations de patients, de la Fondation Maladies Rares, personnellement. Donc ça, je peux en témoigner. Au niveau de l'Europe, il y a donc le fameux European Joint Programme on Rare Disease aussi, qui peut permettre de mettre en contact donc les startups avec des experts. Alors, les difficultés qu'on peut rencontrer, il faut s'attendre à ce que les codes soient différents entre l'académique et puis la recherche, et puis le développement industriel. Donc, c'est pas toujours évident. Les budgets sont aussi multipliés par 100 facilement. Le questionnement est différent, c'est-à-dire que le projet va changer de nature. C'est-à-dire que au début, on veut répondre à une question scientifique, on veut apporter de la connaissance en tant que chercheur académique. Quand on passe à la start-up, il y a le côté rentabilité qui va intervenir, étude de marché, donc ça va orienter forcément le projet vers, par exemple, telle ou telle pathologie qu'on n'avait pas forcément quand on était dans la recherche académique. Donc, il faut accepter aussi que ce projet change un petit peu de nature. Pas évident pour nous, chercheurs. Quand on présente le projet aussi, on ne le présente plus de la même façon. Au début, j'ai fait cette erreur de présenter le projet comme je le présentais quand j'allais dans une autre unité pour présenter mes recherches, mes projets. Mais maintenant, il faut le présenter beaucoup plus avec un objectif de marché, un objectif de résultats thérapeutiques qu'on avait plus limité en fait dans la recherche académique. Les partenaires financiers, bien sûr, sont différents. On a vu donc pour la start-up, c'est bien différent des partenaires financiers qu'on avait donc dans la recherche académique et qu'on connaissait, avec qui on établit des liens. Donc, c'est pas toujours évident. Ça veut dire recommencer depuis le début, apprendre à se faire connaître, apprendre à établir une confiance. Donc, c'est pas facile. Il faut recommencer à zéro. Les critères d'évaluation aussi sont bien différents. C'est-à-dire que la science, en général, est admise parce qu'il y aurait eu des publications, parce qu'il y aurait eu des brevets. Tout ça aura été évalué. Donc, en général, on va vous croire sur la science en elle-même. On va poser beaucoup plus, on va évaluer sur le marché, on va évaluer sur la façon de présenter les choses. Juste une petite anecdote, on a postulé il y a quelque temps pour un prix, et donc on devait faire une vidéo de 2 minutes. Donc, académique, on a fait une vidéo 2 minutes, on s'est enregistré sur Zoom, hein, et donc on a fait notre PowerPoint comme ce qui était indiqué. On pouvait faire un PowerPoint, pas de problème. Et puis on a été confronté à d'autres personnes qui postulaient et qui avaient un film, mais vraiment un film qui avait été fait par des professionnels dans des décors avec des choses qui venaient s'incruster sur l'écran, etc. Des choses bien. Et donc forcément, on n'a pas eu le prix. Et on est venu nous voir à la fin en disant, bah oui, la qualité du film était en dessous des autres, même si les autres avaient largement dépassé les 2 minutes. Donc les critères n'étaient absolument pas les mêmes. Mais tout ça, on apprend au fur et à mesure. Donc en résumé, je dirais que c'est une belle aventure. En tout cas, à plus de 6 mois, on est vraiment très heureux de s'être lancé dedans. Ce sont des nouveaux objectifs, des nouvelles façons de travailler, d'avancer, des nouveaux partenaires. C'est aussi beaucoup plus de difficultés, plus de temps à consacrer, en plus de son temps de travail au labo. Hein, il ne faut pas oublier, hein, les demandes de financement, ce sont des dossiers, comme on a l'habitude de les écrire, mais avec des objectifs différents. Et il faut aussi se rappeler qu'il y a de nombreuses possibilités de trouver de l'aide et il faut absolument s'entourer des associations de patients, de la Fondation Maladies Rares, c'est sûr, de l'incubateur, des SAT, des financeurs. Donc les financeurs, par exemple, les business angels
Et les capital risques sont des gens qui ont déjà beaucoup d'expérience dans le domaine et vont pouvoir orienter le projet. Alors forcément, eux, leur but, c'est de faire de la plus-value, hein, mais néanmoins, pour un projet, ça peut être intéressant d'avoir leur retour et de savoir comment aller de l'avant. Et puis, les réseaux d'autres entrepreneurs aussi qui sont mines d'informations.